Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres. La commission d'évaluation électorale, créée le 16 décembre par arrêté présidentiel, ayant pour objectif de permettre la poursuite du processus électoral, n'a pas été installée comme prévu ce vendredi. Le Premier ministre, Evans Paul, avait souhaité, à la demande du candidat Jude Célestin, la formation d'une commission censée résoudre la crise. Entre-temps, les réactions fusent de toutes parts. Le groupe des 8 candidats, Formule Lavalas, ainsi que divers organismes et personnalités estiment que cette commission ne répond pas à leurs revendications. Des conseillers électoraux sont accusés de corruption. Les membres du CEP démentent les dénonciations portées contre eux, annoncent des poursuites contre leurs détracteurs. La dépréciation de la gourde inquiète malgré les efforts consentis par la BRH. Nous recevrons dans un instant l'économiste William Savary. La police communautaire, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a distribué des cadeaux de Noël à environ 500 enfants au commissariat de Delma 33. Mais d'abord, revenons sur cette commission chargée de garantir la crédibilité du processus électoral qui n'a pas été installée ce vendredi comme prévu. Ayant vu le jour par arrêté en date du 16 décembre 2015, cette commission est constituée du responsable de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, du porte-parole de la conférence des évêques, Monseigneur Patrick Harris, du chanteur Joseph-Emmanuel Charlemagne, plus connu sous le nom de Mano Charlemagne, de la mambo Evonie Georges Auguste et d'Anthony Pascal alias Compé Philo. Rappelons qu'à la demande de Jude Célestin et dans une lettre adressée au CEP, le candidat à la présidence, se présentant sous la bannière du parti La Paix, avait demandé la mise sur pied d'une commission d'évaluation comme condition sine qua non à sa participation au second tour des élections. Cette correspondance est passée du CEP au Premier ministre qui, de son côté, l'a transmise au président de la République. Et en moins de 24 heures, le Premier ministre Evans Paul, dans une conférence de presse, avait annoncé la création de cette commission pour débloquer le processus électoral. Tout le monde d'accord, finalement, pour gagner une commission. Hélène dit tout le monde, m'a parlé de différents secteurs concernés. Conseil électoral là, c'est un secteur des plus concernés. Tu as gagné une position réticente sous question commission dans le gouvernement. Tu as gagné une réticence sous question commission. Et tu as gagné, on est capable de dire, contradiction. Mais contradiction fait partie de la démocratie. Sous question commission. Maintenant, c'est qui mot qui pourrait qualifier commission? Je dis, je ne vais pas parler de l'autre mot qui passe sous table là, mais je dis un mot qui est évaluation. Malgré le gouvernement, moi-même en particulier, si on communiqué qui dit que il y a une décision pour nous faire une commission évaluation, nous entendons qu'il y a un débat qui a fait sur l'autre qualificatif. Je dis, il n'y a pas l'autre qualificatif, nous avons un mot commission, consensus fait sur une commission d'évaluation. Et mot évaluation, ce n'est pas le gouvernement qui décide. C'est un acteur, un acteur important, un acteur principal, le candidat Jude Célestin, qui écrit conseil électoral là, et qui dit conseil là, condition pour continuer dans le processus là, il faut gagner une commission évaluation. Après le conseil électoral la fin de recevoir lettre ça, le conseil là écrit moi-même Premier ministre là une lettre pour dire mais qui condition monsieur Célestin Baye pour continuer dans le processus là. Nous-mêmes dans le gouvernement, nous voulons élection inclusive, élection compétitive. Ça veut dire élection tout le monde là-dedans, élection qui gagne compétition. En ce sens, les conseils là écrit nous pour dire nous mais qui conditions monsieur Célestin posé, conditions claires
à partir d'une lettre qui écrit, côté le demander une commission d'évaluation. Premier, ça me fait, c'est prendre demande, M. Célestin, travailler avec l'équipe, et nous, pas de problème pour une commission d'évaluation. Nous-mêmes, toute notre administration Martelly-Paul, là, nous avons besoin d'évaluation. Quand il parole, quand parle de temps, ou fondement parole ça. Nous avons besoin d'évaluation. Pays a besoin d'évaluation. C'est ça que fait. Nous poter coller derrière mot évaluation et nous travaillons pour mettre camper une commission d'évaluation. Processus là, moi écrit président pays, son excellence monsieur Michel Joseph Martelly, moi mandé pour lui prendre disposition légale pour mettre une commission d'évaluation campée. Et le président réagit tout de suite, n'en prend disposition pour mettre une commission d'évaluation électorale campée. Mais commission, il faut le monde là-dedans. Et faut monde qui là-dedans, c'est haïtien. Faut que c'est haïtien conséquent. Faut que c'est monde tout le monde connaît. Faut que c'est monde par rapport à travail yo fait dans la société qui mérite respect, qui est capable de garantir confiance. Parce que justement, c'est ça qu'on a cherché. Je toujours dit, nous ne pas seulement choisir faire une élection, mais il faut que l'élection crédible. Ça veut dire qu'il faut que les résultats qui sortent correspondent à la volonté majorité moun dans le pays a été exprimé. Puisque après l'élection, il faut que l'autorité qui a sorti gagne légitimité. Ça veut dire autorité qui permet d'agir dans non pays par délégation de la majorité. Mais les réactions ne se sont pas fait attendre. Cela n'a pas produit l'effet escompté. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la manière ou encore le mode utilisé par le président Martelly. Le porte-parole du groupe des 8, Sauveur Pierre-Étienne, met en doute l'indépendance de cette commission et réclame dans la foulée la démission du Conseil électoral, qui est d'ailleurs éclaboussé par un scandale de corruption. En effet, le conseiller électoral, Vigeonnet Desméraud, représentant le secteur protestant au sein du CEP, regrette que son nom soit cité dans un scandale de corruption. Il promet même de saisir la justice. Non moins cité, effectivement, c'est le nom qui cité, mais ça que il dit à propos de moi-même, non, moi pas connais. Je ne suis pas marchand en élection. Et moi dis dans BCN que moi siéger, la justice électorale n'est pas à rendre. Et dans la composition côté siéger, qui c'est la troisième composition, mettez un candidat en défi que vous avez vu nous offrir comme. Pourquoi je me ça dans VIM pendant le conseil électoral provisoire pour un candidat ou bien un parti politique vient demander une négociation pour l'argent. Et aussi, pourquoi je me joins une instance dans le pays qui vient dire que je faire un tel gain pour moi, je fait tel bagage pour. Pourquoi je joins ça? Pourquoi je joins une maladie ça? Pourquoi même attaqué par cette maladie? Ce qui fait que c'est une erreur de notre part, qu'il s'agit de politiciens, qu'il s'agit de gens qui ont fait commentaire, si que vous pensez que une simple déclaration, un candidat fait dans la radio concernant un conseil électoral, que l'oblige est vrai. Je ne pas dit que il est possible pour ça fait. Mais dans le pays, il y a des gens. Moi, tendez voir ancien sénateur DEA. Non seulement ancien sénateur, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous avez voir, il n'y a pas de gens qui disent, vous entendez, et vous avez un bon sonore là. Si vous avez des gens qui te disent, vous avez fait silence. 1, moi rencontré avec le cabinet. 2, moi rencontré avec le secteur protestant. 3, moi rencontré avec vous. 4, suite après le fait. Et pour sa part, Édouard Poltre du Conan demande aux 5 membres de cette commission de ne pas y prendre part. Si pour certains, l'entité en question aurait dû voir le jour par consensus, d'autres en revanche doutent sérieusement de la crédibilité de ses membres. Je pense qu'il y a un problème dans la création de cette commission par une partie prenante de la crise. Et si j'avais été sollicité pour donner conseil à
quelques amis de cette commission, je leur aurais dit de ne pas rentrer dans cette démarche parce que l'approche, pour moi, elle est fausse au départ. Parce que si il y avait une entente et un consensus entre les parties prenantes, cela aurait une autre tournure. Mais le fait que ce soit une commission présidentielle, partie prenante à cette crise, je doute de la crédibilité de cette approche-là. Une majorité de personnes ne veut, par exemple, que les 3 pouvoirs soient représentés. Et que compte faire le candidat Jude Célestin, notre collaborateur Luc Nergaro, assisté aux différentes interventions des protestataires? Alors, Luc Ner, peut-on dire retour à la case départ quand on considère que le MONOP, Petite Dessalines, Famille Lavalas ont manifesté cette semaine pour demander l'installation, enfin plutôt la création et l'installation d'une commission. Elle a été en effet créée, mais pas installée. Justement, et bonsoir Daphné, bonsoir à toutes et à tous. Il faut d'abord préciser qu'une commission a été créée par l'exécutif et c'est une commission d'évaluation électorale. Selon le Premier ministre Evans Paul, cette commission a été créée suite à la correspondance de Jude Célestin adressée au CEP et pour dire que Jude serait disponible une fois que la commission d'évaluation électorale aura été créée. On a même dit condition sine qua non à sa participation, je l'ai dit tout à l'heure. Au second tour. Maintenant, le CEP est dépassé par cette requête, puisque le CEP a toujours dit qu'il n'avait pas les provisions légales pour créer une commission. Le CEP a écrit au Premier ministre Evans Paul et le Premier ministre Evans Paul a recommandé au président Martelly de créer une commission. C'est la commission d'évaluation électorale. La commission n'avait même pas été installée ou encore créée, qu'elle a été sur le papier, contestée, oui. Justement. Il y avait Petite Dessalines et il y a le groupe des 8 candidats qui, le même jour de la création, le 16 et encore le 17, ont contesté cette commission pour plusieurs raisons. Selon Petite Dessalines, par exemple, le président Martelly n'est pas habilité à créer cette commission puisque le président Martelly a son dauphin dans la course électorale. Il a mené campagne en faveur de Jovenel Moïse. Deuxième raison, selon Petite Dessalines, le G8 a exigé une commission de vérification indépendante. Mais c'est vrai aussi qu'on voit sur la lettre de Jude Célestin qu'il est mentionné commission d'évaluation. Mais selon Petite Dessalines, c'était une commission indépendante. Selon Assad Volsi de Petite Dessalines, les personnalités qui font partie de cette commission n'ont pas fait objet de consensus. Donc, pour monter une commission de vérification indépendante, il fallait contacter ou encore consulter les secteurs qui ont dénoncé les élections du 25 octobre. Ils ont même parlé des 3 pouvoirs. Tout à fait, tout à fait. Donc, selon les partis contestataires, cette commission, ce n'était pas au président Martelly de contacter les personnalités qui doivent en faire partie. Il fallait d'abord trouver un consensus autour des secteurs qui doivent envoyer des représentants au sein de cette commission. Donc, pour l'instant, on est là. Le Premier ministre Evans Paul, jeudi soir, dans une conférence de presse, a annoncé l'installation de la commission vendredi. Vendredi, on a entendu toute la journée, il n'y avait pas eu d'installation. On a été surpris, on est allé chercher les explications. On a appelé des personnalités membres de cette commission. Selon ce qu'on a pu recueillir comme information, il semblerait que des personnalités qui ont été désignées par le président ne seraient pas trop emballées par l'idée, encore trop favorables à être membres de cette commission. C'est le cas notamment de Monseigneur Patrick Harris, oui. qui est porte-parole de la CEH, Conférence épiscopale d'Haïti. Selon Monseigneur Patrick Harris, la conférence épiscopale conditionne la participation du Monseigneur à cette commission. Il faut que ce soit une commission indépendante. Bon, on a entendu le Premier ministre Evans Paul qui a expliqué lors de cette conférence de presse que ça allait être une commission indépendante pour plusieurs raisons. D'abord parce que les personnalités qui font partie de cette commission sont des personnalités qui sont respectées jusque-là. Et crédibles. Crédibles, selon Evans Paul. Et deuxième raison, c'est parce que l'exécutif n'a aucunement l'intention d'interférer dans le travail, de s'immiscer dans le travail de la commission. Donc pour ces deux raisons, la commission devait être une commission indépendante. Maintenant, jusqu'à vendredi soir,
on n'avait pas la confirmation de la CEH que Monseigneur Patrick Harris était habilité ou encore autorisé à siéger ou encore à faire partie de cette commission. Il y aurait aussi un autre membre de la commission qui serait réticent? Serait réticent par rapport aux multiples critiques. Et lequel est-ce? Et alors, on parle de Anthony Pascal. Et alors, Compé Philo a été dénoncé par Famille Lavalas. Famille Lavalas a dénoncé les 5 personnalités de la commission. Il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec la commission. Tout le monde est dans la commission pas crédible. Il a chaque raison pour ça. Et Compé Philo, il a reproché qu'il est dans une télévision qui est pro-gouvernement, donc il n'est pas crédible. Donc, maintenant, est-ce que c'est la raison pour laquelle Compé Philo ne serait pas trop et serait réticent? On n'a pas encore des explications, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait au moins 2 membres de la commission qui seraient en difficulté. On peut dire frileux, oui, caïn, il n'y a pas fin d'accord. Commission pas installée. Commission pas installée. Et je dis, non seulement la commission a été rejetée, mais il n'y a pas qu'à installer tout. L'opposition continue de réclamer une commission de vérification qui t'a supposé monter avec des gens que yo chita d'abord ensemble. Il faut un consensus. Oui, yo désigné les gens. Donc c'est comme ça pour le fait selon l'opposition pour le tabon. Et mais qui est-ce qui va désigner? Eh ben, normalement, l'exécutif, le groupe des 8 et les autres partis contestataires et la société civile, ils ont supposé chita, impliqué, ils supposé chita pour dire, on a fait une commission, mais qui secteur nous voulons qu'il a dedans et mais qui moun nous voulons qu'il a dedans. Il y a discuté sur mon ensemble et il a sorti en consensus ensemble. Est-ce que pendant qu'on parle de la qui vient dans la tête, est-ce que c'est pas la lettre qui a été mal formulée, la lettre de Jules Célestin? Parce que le mot en commission, il n'est pas en réunion. Parce que son réunion pour t'amender pour y former. C'est les explications fournies par le Premier ministre Evans Paul. C'est ça, moi-même. Jules Célestin Mandé, il dit, dans le contexte que nous sommes là, pour élection légitime, il faut gagner une instance qui évalue. Donc, il réitère volonté pour le que gagner une commission évaluation qui mettait sous pied. Et dans fin là, il dit, une fois que la commission d'évaluation fait travail, je suis disponible et disposé pour me chita avec CEPA, avec tout le monde qui va faire commission. Il n'y a pas de marche à suivre, là, il n'y a pas de stratégie pour former une commission. Le Premier ministre prend CEPA, fait cas de demande, fait du vol par le Premier ministre. Le Premier ministre prend au mot, Jules Célestin, les des présidents créer une commission évaluation. Maintenant, tout ça qui vient après, yo vini parce que pas de aucun détail dans lettre là qui te dit commission évaluation mandéa mais qui vient pour le monter. Donc c'est ça toute l'histoire et on a vu Rémy Haïti qui fait partie du G8, Famille Lavalas, etc. Oui. Donc la commission a été purement et simplement rejetée par l'opposition. Donc nous avons dit que son bail qui mourit dans eux. C'est ça semblé. Nous avons parlé de commission mornée et d'ailleurs une commission qui a 3 jours pour le travail depuis et publication arrêtée à sortir dans date là c'est le 16. Oui, c'était le 16 là, bon on dit donc, 17. On date 17. Il t'a supposé par rapport à jeudi, demain 20. Si yo pas retiré week-end. Donc il peut installer. Donc on comprend que 3 jours à passer, commission semble commission mornée. Maintenant, la question c'est j'en ai peut-être demandé et groupe G8 là, est-ce que yo prêt qu'on y a là pour yo solliciter aux rencontres avec ces CEPA exécutifs là pour dire clairement mais qui j'ai commission a demandé à supposer faire ou bien il y a tant que exécutif là encore pour l'autre décision. Donc pour l'instant on est là et on attend qui prend la décision exécutif là par rapport à la commission ça qui est censé borner et qui position et opposition plurielle là qui yo rejeté ça mais faut que d'abord yo dit qui ça yo voulait véritablement. On parlait de manifestation. Début semaine, non, oui, tu as une manifestation. Tu as gagné cette grande date, 16 décembre, et qui marquait la première élection libre démocratique en Haïti, 16 décembre 1990. Et l'opposition plurielle, là, tu voulais marquer jour ça. Et c'est Famille Lavalas qui récupérait le mouvement 16 décembre. Ils dit qu'il y a une paternité. Par contre, et ta mobilisation, et espace patriotique, et Famille Petite Dessalines, ils ont tous choisi de manifester dans la journée. Mais dans la rue, 16 décembre, tout le monde c'est Lavalas qui est dans la rue. Drapeau, Lavalas,
et posteur tout neuf, Maris Narcisse, posteur, ancien président Jean-Bertrand Aristide, envahi manifestation. Donc c'est vrai que l'opposition plurielle a été là, il y a une conférence qui a annoncé la manifestation, mais la Valace prend paternité. Au point que, ils vont là, Arnel Bélizer dit, tout le monde qui est dans la rue dit c'est la Valace. Donc que enterrer les espaces patriotiques, les mots, pas de mots, non, etc. Oui. Il y a admettre que c'est famille la Valace. Parce que 16 décembre, c'est l'équité consacrée et élection et Jean-Bertrand Aristide. Donc la Valace considérée comme papa mouvement ça et dans la rue, on te voit ça que tu gagné. À partir de 16 décembre, ça, où tu as senti le langage leader a changé, tu n'as presque pas parlé de commission encore, tu as viré vers transition pure et simple, parce que avant 16 décembre, dans 15, tu as des révélations ou bien encore des allégations, encore des déclarations d'un candidat à la députation qui t'a fait comprendre qu'il y a des juges électoraux qui t'a pris un cop dans le Bon, à partir de ça, manifestants étaient venus plus motivés pour dire eh bien, ça n'était suspect qu'on a le confirmé, pas de commission encore, nous avons contacté passer déjà cette transition. Donc c'est un langage comme ça qui a venu à partir du 16 décembre et qui était venu couronner et encore qui était venu presque effacer demande de commission, qui lui-même t'a pris à monter justement dans demain, dans 17. Qui ça qu'a pris Kounia? Kounia nous gagne pour temps et qui ça exécutif là. Élection en semaine? Tu as supposé gagner l'élection le 27, mais je ne sais pas toujours campé sous position. Et il y a la commission. Commission n'a pas installée. Quelque part, nous tournons à case départ, j'en ai dit dans le commencement et interview. Et nous supposons qui ça exécutif là après comme décision sont arrêtés de créer commission. Il y a 3 jours là passé, commission a fait le travail. Maintenant, est-ce que le travail vrai parce que va réussir à installer parce que vous avez manqué 2 membres sur l'information que nous avons. Donc, qui position exécutive va gagner par rapport à la commission qui mornée et qui ça G8 là avec reste opposition plurielle là pour le proposer parce qu'il y a un premier pas qui fait de l'exécutif là. Est-ce qu'on a choisi, demander un compte pour dire mais qui ça ouvre clairement ou bien continuer à faire lettre? On attend les semaines début semaine. Qui ça va arriver. Merci Luc Nair. Un plaisir Anne Daphné. Le sénateur de la République, André Richet, exhorte le chef de l'État à user de son pouvoir pour amener le CEP à suspendre momentanément le processus électoral. Que hier, effectivement, que jusqu'à 3 lettres même qui sortent dans le Sénat, il y en a le joint président de la République là, il y en a le joint le conseil électoral provisoire et il y en a le joint le président de la Cour de cassation. C'est-à-dire que, bon, là nous venons regarder tout ça qui a passé dans le pays, toute parole qui a dit, les manifestations qui ont succédé dans le pays, etc. Au niveau du Sénat, qui normalement représentait, ça me capable de dire, le dernier bastion, les pays a vraiment en difficulté. Alors, j'avais demandé aux sénateurs de faire l'effort pour tout venir, ce qui a été fait hier, pour que normalement nous t'ayons adressé pas quelque chose à la nation, mais aux autres dirigeants d'État de ce pays. Donc, le président de la République et le conseil électoral pour nous dire que, écoutez, j'en nous rends compte de la situation à développer là. Personne ne peut pas que le pays allait vers une situation chaotique. Donc, nous t'ai demandé, est-ce que pour le bien-être même de la nation, pour une position patriotique, si il n'est pas nécessaire pour faire camper ce processus électoral là, mettez sous pied une commission, soit d'évaluation ou de vérification, qui est capable de permettre que dans 3, 4, 5 jours, il y a une lumière qui fait. Et quel que soit sa commission, ça tabac comme résultat de son travail, et bien, pour nous justement jouer nos consensus autour de lui pour nous faire pays avancer. Donc c'est pour cette raison que nous avons envoyé ces 3 lettres. Plusieurs personnalités réclament aussi le report des élections au mois de janvier. C'est le cas par exemple d'Édouard Paultre, du Conseil des acteurs non étatiques, invité à la rubrique Le Point, qui disait ceci. On ne peut pas avoir les élections au 27, le second tour au 27 décembre. On ne peut pas, on n'a pas encore les candidats. Et deuxièmement, la fête, etc. Je crois que ça a été une très mauvaise idée de penser à organiser des élections en décembre.
Pendant ce temps, la date du 27 décembre, fixée pour le second tour de la présidentielle, est toujours maintenue. Selon le directeur exécutif du CEP, Maître Mosler-Georges, tout est techniquement prêt. Pour couper court à la rumeur qui enfle ces derniers jours, tous les journalistes présents à la conférence de presse hebdomadaire du CEP voulaient la réponse à une seule question. La tenue d'élections le 27 décembre prochain est-elle techniquement possible? S'empêtrant dans des explications d'ordre technique, le directeur exécutif s'est montré peu clair dans sa réponse. Prudence oblige, Maître Mosler-Georges s'est contenté de déclarer que le CEP est techniquement prêt pour tenir des élections entre la Noël et le Nouvel An, tel que convenu dans le calendrier électoral. Techniquement, vous gagnez un ensemble d'opérations pour mener, pour arriver à une journée électorale. Et ensemble d'opérations, ça y a constituant préparer maquette, y a constituant faire formation, y a constituant fabriquer bulletin, y a constituant confirmer centre de vote. Et je dis à ma parole là, toute opération ça au niveau technique, nous-mêmes, nous faisons, ça nous finit déjà et ça n'a finalisé. Donc au niveau technique, nous-mêmes, nous prêts. Ce n'est pas l'insistance des journalistes qui, voulant la confirmation ou l'infirmation, d'un éventuel report qui déliera la langue du directeur exécutif du CEP. Au contraire. Prudent dans toutes ses réponses, Maître Mosler-Georges a rappelé implicitement qu'il n'a pas de statut de conseiller électoral. Donc, limité dans ses prérogatives, ce dernier, sans dire que reporter le second tour de la présidentielle a une portée plutôt politique, a indiqué que c'est à Pierre-Louis Oppon et ses pairs que revient le dernier mot. Si le conseil a décidé que le 27 là, suivant avis technique nous bail, il n'est pas kakembe, eh bien, l'autre dimanche, cap 3 janvier, bon dimanche cap 10, bon dimanche cap 17, bon dimanche cap 24. Cependant, il y a deux dates qui sont extrêmement importantes pour le processus là. C'est le deuxième lundi du mois de janvier et le 7 février. Ça me capable de dire comme technicien. Donc, si c'est dimanche 24 là, ils ont choisi stratégiquement pour faire deuxième tour, s'il n'a pas fait le 27, déjà dit que le 7 février pas kakembe. Le président du CEP ne manque jamais une occasion de dire que l'organisation des élections de 2015 est un voyage dans la tempête. Et, à bien y regarder, les conseillers électoraux sont outillés pour effectuer cette virée. En effet, les critiques et les suspicions semblent de nature trop faibles pour amener le CEP d'abandonner sa mission. Il faut ajouter que les 22 observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, la MOEUE, dirigée par Elena Valenciano, membre du Parlement européen, sont arrivés en Haïti. Selon les propos du ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, les manifestations en série ont de graves conséquences sur l'économie haïtienne. Les recettes de l'État ont nettement diminué à cause des mouvements de protestation lancés par l'opposition depuis plusieurs mois. Question de kidnapping dans le pays, nous te connaissons que ça a commencé à résoudre dans le pays. Non, pas qu'on est ça que fait, mais ou même avec moi, nous vivons dans le pays, ou pas capable constater que des périodes de kidnapping étaient finies dans le pays. D'accord? Nous ne pouvons pas constater que des périodes pas de gens qui ont tué les gens dans la rue. Mais nous, ouais, commencer. Est-ce que nous connaissons dans l'ambiance ça, ou investisseur pour venir mettre comme dans le pays? Oui, une bataille politique, c'est normal, il fait dans tout le pays. Mais il faut nous connaître un minimum pour nous sauvegarder pour que nous-mêmes nous puissions continuer à vivre dans le pays. Le touriste, le haïtien, diaspora pour venir en juillet, manifestation ne pas venir, bon quantité de dollars pas venir. Le chaque pour venir en décembre, je ne pas dire manifestation pas légitime, mais dans le pays il y a manifestation touristes là-dedans. La manifestation pas faite avec violence, avec les gens qui mourent là-dedans, il pose problème. Il faut dire aussi que la gourde ne cesse de chuter face au dollar américain. Cette situation inquiète plus d'un. Selon la BRH, un dollar américain vaut 56 gourdes, mais ce taux est loin d'être appliqué par les commerçants. L'économiste William Savary va nous rejoindre sur le plateau pour nous aider à comprendre. Notons que cette semaine, nous avons appris que par arrêté présidentiel, Charles Castel, gouverneur de la BRH, a été remplacé par Jean Baden-Dubois. Monsieur Savary, bonjour. Bonjour Daphné. Malgré les différentes interventions de la Banque centrale qui voulait injecter de l'argent, des dollars américains sur le marché, mais le dollar continue de grimper et bien sûr la goude continue à... Qu'est-ce qui fait ça?
Bon, premièrement, il faut admettre que les interventions en général ne fonctionnent jamais pour préserver le taux de change. Donc, c'est normal. Il y a des interventions qui se font pour alléger, pour apaiser, mais les interventions sur le long terme n'agissent pas vraiment sur le taux de change. Oui, on l'a vu, au mois de mai, déjà, ils avaient mis de l'argent, ils avaient injecté des dollars. Ça a duré quoi, 3 mois, 4 mois? Puis là, c'est reparti. Mais aussi, il faut dire que la BRH, pendant l'exercice fiscal 2014-2015, avait injecté 70 millions des poussières sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de l'exercice fiscal. Ils ont déjà investi. Ils avaient injecté 80 millions en 2014-2015. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 2 mois dans l'exercice fiscal. Ils ont injecté 70. Mais maintenant, il faut dire que l'injection qui a eu lieu correspond à une situation très inquiétante. D'ailleurs, l'injection a suivi la crise politique. Donc, l'instabilité dans le taux de change que nous avons aujourd'hui, j'aime dire ce que le ministre Lalo dit souvent, n'a rien à voir avec les fondamentaux de l'économie. Parce que si tu vérifies les fondamentaux de l'économie aujourd'hui, il n'est pas différent de ça que tu as gagné il y a 6 mois, il y a 9 mois. La seule chose que tu as aujourd'hui qui est différente, c'est qu'il y a une crise politique. C'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir. Parce que chaque fois qu'il y a une crise politique dans le pays, ça amène à la spéculation sur la gourde et le taux de change, en général, varie considérablement. Donc, l'injection qui a eu lieu a suivi la crise politique. Maintenant, on doit se demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce qu'une crise politique sévisse dans le pays pour permettre la spéculation? Donc ça, c'est une autre question. C'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est une autre réflexion. Il y a de quoi se poser la question. Il faut se poser la question. Il faut dire que, par exemple, si on prend l'arrivée de M. Evans Paul au mois de janvier de cette année, de cette année, oui, c'était à la suite, avant son arrivée, il y a eu également escalation de la dévaluation de la gourde. Son arrivée pendant les 6 premiers mois jusqu'au mois de juillet, il y a eu une certaine stabilité et l'instabilité a recommencé avec l'arrivée des élections et la dévaluation s'est accélérée. Donc, le contexte politique aussi joue un rôle fondamental. Maintenant, l'argumentaire en général que tu as pour que les gens avancent pour expliquer pourquoi il y a dévaluation, en général, ils te disent qu'il n'y a pas assez d'exportation, que le pays ne produit pas grand-chose. Mais ça a toujours été. Écoute, ça a toujours été. Cet argumentaire ne tient pas. Donc, il faut chercher autre cause pour comprendre la dévaluation. Il faut aussi porter d'autres solutions. Par exemple, dans les années 60, il y avait ce qu'on appelait la substitute produits pour la consommation locale. Donc, il fallait substituer les produits pour substituer les importations. Donc, il y avait la production nationale. Il y avait la production nationale. Ensuite, il y avait, aujourd'hui, le grand débat, c'est sur l'exportation et les gens ciblent l'agriculture. Donc, la dévaluation, c'est jamais 2 causes, c'est jamais 3 causes, mais c'est un portefeuille de causes qu'il faut essayer de cerner et comprendre. Et à l'intérieur de ce portefeuille, il y a diverses raisons pour chaque unité de ce portefeuille. Donc, il n'y a vraiment pas une réponse toute faite. Hein? Par exemple, il y a dans la théorie économique néolibérale, on te dit qu'il y a une formule. On augmente le taux d'intérêt, on fait des interventions ponctuelles, on travaille pour l'exportation, donc pour cela. Et ça, c'est un couteau à double tranchant, parce que dans cette même économie qui te dit qu'il faut travailler pour l'exportation, il y a également une école de pensée qui te dit avec la dévaluation, ça augmente la production qui permet l'exportation. Mais en général, et de l'autre côté de la dévaluation qui pour permettre l'exportation, il y a aussi l'appauvrissement de la classe moyenne. Parce qu'avec la dévaluation, ce que tu as l'augmentation de tous les produits importés, y inclut les équipements lourds que tu as besoin pour ton entreprise. Oui, exactement. Donc, c'est un no-win, c'est un zero-sum game. Là, ce que tu payes, il y a quelque chose qui oui, il y a tout une conséquence. Donc, il y a des conséquences et effet de cause à effet. Mais le point, c'est de pouvoir cerner simultanément des causes majeures et avoir une approche vraiment une approche
raisonner pour faire face au portefeuille de raison. Parce qu'il n'y a jamais une bonne raison. Maintenant, il y a autre chose qui est très fondamentale. En Haïti, les gens pensent qu'il y a des solutions toutes faites, qu'on va augmenter l'exportation et ça va résoudre la crise. Absolument pas. Ce que tu peux avoir, tu peux cibler, par exemple, tu prends l'exportation, tu peux cibler une filiale des entreprises du pays. Est-ce que tu vas prendre la filiale de la production du riz? Est-ce que tu vas prendre la filiale de la production des céréales, la production de lait? Et là, dans cette réflexion, tu dois pouvoir évaluer quelle est la composante de l'importation, la composante financière de ces importations. Ça avale quoi comme réserve de nos réserves? Et maintenant, si tu remplaces cette importation par la production locale, comment ça va affecter le taux de change? Donc, c'est vraiment une réflexion, ce n'est pas une école toute faite, c'est vraiment une réflexion de façon assidue et soutenue. Et là, mais ce qui nous touche maintenant, présentement, je veux dire, c'est le problème politique. Absolument, selon moi. Selon moi, c'est parce que si tu prends les derniers 2-3 mois, c'est le problème politique a précédé à cette dévaluation. Parce qu'il y a des crises sans arrêt, là. Ouais, bon, depuis un petit moment. Ouais, bon, mais maintenant, ce qui est intéressant aussi, parce que Haïti, c'est l'un des rares pays où le problème politique détermine l'économie. Parce que tu prends par exemple le calendrier électoral. Comment peux-tu avoir des élections en pleine fête de Noël, en plein mois de novembre, en plein mois d'octobre? Le calendrier... Ça, c'est la Constitution. Oui, mais le calendrier électoral doit tenir compte des besoins économiques du pays. Tu peux pas... L'époque des fêtes, c'est là où il y a le tourisme, c'est là où les gens viennent en vacances, où les gens partent en vacances. Là, tu as un flux de monnaie étrangère qui rentre avec l'arrivée des gens. Et tu as les élections au beau milieu. Qui va venir? Oui, c'est un peu prévisible. Et vraiment, mais comment on peut concrètement arrêter cette chute-là? Bon, il y a... Si on dit, je ne sais pas, demain on va arrêter ça, il y a possibilité Bon, ou pas? Il n'y a pas possibilité demain de l'arrêter, mais on peut prendre des mesures qui, sur le long terme, pourraient apporter des solutions. C'est quoi le long terme? En général, en économie, long terme, tu parles au-delà de 12 mois. Un an. Un an. Par exemple, là, tu peux par exemple, contempler ce qu'on appelle les réserves. Quand tu déposes des fonds maintenant à la Banque centrale exige que les banques gardent une portion de ton dépôt en réserve. Ceux-ci, ils n'ont pas accès à ça. Donc maintenant, tu peux augmenter, diminuer, si tu veux, les réserves de reserve requirement. Ils demandent. Ce qu'ils demandent. Je pense maintenant sur les comptes dollars, c'est à peu près 40%. Donc tu peux jouer sur ça. Tu peux jouer sur, par exemple, la cohésion de la politique fiscale, ce qui est fait au niveau de la trésorerie, le Fonds monétaire international, et la politique monétaire, ce qui sont des décisions qui se prennent au niveau de la Banque centrale. Parce que il y a une certaine désarticulation entre ces deux institutions au niveau de leur politique. Parfois, on se demande est-ce que la main droite sait ce que fait la main gauche. Donc, on a besoin de ramener tout ça sur une plateforme où que ces deux institutions aient une politique articulée. Donc en fait, sur un an, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? À part quelque chose de, je veux dire, coup de poing, opération coup de poing, y aurait-il? Ça n'existe pas, tu ne peux pas avoir opération coup de poing. Il n'y a pas d'opération miracle. Mais si la crise s'arrête? Si la crise s'arrête, mais la crise, maintenant, la crise arrange des gens. Il y a des gens qui profitent de la crise. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux avoir des décisions étatiques, des décisions d'État, d'hommes d'État, pour prendre des mesures? Ça, tu peux faire. Tu peux prendre des décrets. Ce sont des mesures politiques et qui sont sujets à être interprétés. Mais au moins, il y a quelqu'un qui a le backbone, la colonne vertébrale pour décider et dire voilà ce que je veux, voilà le décret, voilà ce qui va être fait. Par exemple, la spéculation sur le marché des changes, c'est quelque chose qui peut être réglé par décret. Parce que parfois l'État a la responsabilité, si tu veux, le gouvernement a la responsabilité envers l'État d'intervenir et de prendre des décisions en faveur de l'État. Parce que l'État, il ne faut pas oublier, l'État est gouverné par des hommes qui ont été élus par les citoyens. Et les citoyens représentent l'État. C'est cela. Et la fonction d'un gouvernement, c'est de prendre des décisions en fonction des intérêts de l'État. Donc,
Et parfois, ce n'est pas tout le monde à l'intérieur de l'État qui jouisse des mêmes intérêts. Absolument, mais par ça exemple, se voit. Donc, et parfois, les décisions, ce sont des décisions discriminatrices est-ce que ça va bénéficier à la grande majorité? Hein? Et c'est là le point. Parce que, si tu veux, à la manière de Hume, est-ce que la majorité bénéficie des décisions qui ont été prises? Par le chef de l'État. Il ne faut pas dire le chef de l'État, mais par le chef de gouvernement, par le gouvernement. Parce que le gouvernement, ensuite, ce n'est pas seulement le gouvernement, il y a les institutions. Hein? Parce que les gens qui sont responsables des institutions, quelles sont les décisions ces gens-là vont prendre? Et est-ce que ces décisions-là correspondent aux intérêts de la grande majorité? Non. Voilà une chose qui mériterait de faire une émission complète, hein. C'est une autre émission autre que Metro News Magazine, mais ça nous intéresse et je pense que l'année prochaine, pourquoi pas? L'année prochaine, je serai là. On essaiera de se revoir et élaborer une émission autour de l'économie et surtout si ce dollar continue à dégringoler. J'ai envie de vous poser une dernière petite question. Il y a une chose qu'il faut aussi que je dise. Tu sais, au niveau du court terme, hein, tu sais, Haïti fait partie de ce que tu appelles le bloc commercial CARICOM. Haïti continue de négocier avec ses partenaires commerciaux à titre bilatéral, faire des accords bilatéraux. Haïti devrait déjà contempler que tous les accords qui se fassent de CARICOM aux autres partenaires, aux autres blocs commerciaux, par exemple CARICOM NAFTA, CARICOM ALBA, CARICOM Communauté européenne. Sortir de cet isolement. Si tu as autre chose qui rentre en jeu maintenant, c'est l'arrivée de Cuba sur le marché international comme une force et comme une présence vraiment incontournable au niveau du tourisme. Moi, j'aurais commencé à réfléchir comment Haïti pourrait bénéficier de l'intégration de Cuba dans le grand marché du tourisme de la Caraïbe. Et la façon la plus rapide de le faire, hein, de la faire, c'est vraiment Cuba n'est pas encore membre du CARICOM. Hein? Haïti pourrait déjà jouer le rôle moteur pour intégrer Cuba dans le CARICOM et ceci vient faire partie également de sujet de négociation. Sur l'intégration de Cuba à CARICOM. Maintenant, c'est tout CARICOM qui en profite. Ce n'est pas seulement Cuba. C'est cela. Et les États-Unis ont besoin que Cuba devienne dans les girons de néolibérales américains. Parce qu'il y a là, c'est un give and take. Il y a kiff-kiff là maintenant. Okay. Il y a un enjeu politique et un enjeu économique. L'opportunité économique est immense. Mais il faut y réfléchir. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Monsieur Savary. C'est bon. Et puis, on se retrouve, hein, comme on l'a dit. On se retrouve, comme on l'a dit. C'est bon. La traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre les grands commis de l'État et les membres du corps diplomatique a eu lieu jeudi à l'hôtel Ritz-Kinam II. Le président de la République, satisfait du travail effectué par son gouvernement, a formulé des vœux à la population pour les fêtes de fin d'année. C'est dans une ambiance conviviale que la cérémonie d'échange de vœux s'est déroulée ce jeudi dans la cour de l'hôtel Ritz-Kinam transformé pour la circonstance. Des grands commis de l'État, des membres du corps diplomatique et consulaire, des représentants de l'ONU entre autres, ont pris part en grand nombre à cette activité traditionnelle en prélude à la célébration des fêtes de fin d'année. Le premier intervenant à cette soirée, le ministre haïtien des Affaires étrangères, a d'entrée de jeu salué la présence de ses différents homologues à cette cérémonie et en a profité pour leur formuler ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2016. L'année 2015, en effet, touche à sa fin. La nouvelle année 2016 pointe à l'horizon. Quel temps fera-t-il? Que nous apportera-t-elle? Comme toujours, ainsi que le veut la tradition, cette période arrive avec un flot d'espoir pour chaque être humain individuellement, certes, mais aussi pour toute la communauté internationale. Des souhaits que lui a retourné le doyen AI du corps diplomatique. Prenant la parole au nom des autres représentants des pays amis d'Haïti, Ruben Sillier Valdès a aussi eu une pensée spéciale pour le peuple haïtien ainsi que pour les autorités haïtiennes qui se préparent à commémorer le 212e anniversaire de l'indépendance du pays. Un événement qui doit être célébré dans un climat de paix de l'avis de l'ambassadeur dominicain qui a adressé un message également à la classe politique. Nous aimerions lancer un appel
à la classe politique haïtienne pour qu'en mémoire des moments sublimes de son histoire, il ne ménage aucun effort et aucun sacrifice pour apporter des propositions qui soient dans l'intérêt réel de la nation. Nous sommes certains que si toutes les filles et tous les fils de cette patrie travaillent vraiment pour les pays et pour les ancêtres, et qu'ils essayent de trouver la voie du dialogue et de la concertation, la légende, l'union fait la force, pourra devenir une réalité pour Haïti. Sur ce, le président de la République estime que le moment est venu pour toutes les forces vives de la nation de se ressaisir. Pour Michel Martelly, il ne peut y avoir de stabilité si les conditions ne sont pas créées par les fils et filles du pays. Fini les convulsions perpétuelles et les chambardements incessants, il est temps de rattraper les nombreux retards cumulés, a insisté le chef de l'État dans son discours de circonstance. Président de tous les Haïtiens et à ce titre, comptable des espoirs de la nation pour des lendemains meilleurs, j'appelle toutes les forces vives de la nation au dialogue et à la recherche du consensus national. J'exhorte tous nos concitoyens, tous les partis, tous les Haïtiens de bonne volonté à transcender les querelles et les clivages partisans et à privilégier les intérêts supérieurs de la patrie pour trouver aux tiraillements actuels une solution à la hauteur des attentes du peuple haïtien. Tel est le message du premier mandataire de la nation pour l'année 2016. Des vœux et des souhaits qui se répètent pour ainsi dire à chaque fin d'année, tandis que le futur d'Haïti devient chaque jour plus incertain. Mais faut-il négliger la tradition? Non, diraient certains, le pays n'est pas condamné. La police communautaire, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a distribué des cadeaux de Noël à environ 500 enfants au commissariat de Delma 33. Par cette activité, la police communautaire veut se rapprocher davantage de la population, selon l'inspecteur Salvador Etienne, qui est l'un des responsables de cette entité au sein de la PNH. Façon encore pour que nous voyons un message clair pour nous faire que policiers et population comprennent que c'est eux-mêmes qui mettent tout ensemble pour que résoudre le problème de sécurité. Mariage, population, police, c'est lui-même qui solution immédiate avec question de sécurité. Et nous prenons Simon aujourd'hui, nous encadrons. Chaque Simon qui sorti dans nos familles, gagne tout qui sorti dans la rue, en façon pour que nous soyons capables de partager ensemble avec eux cadeaux. Faire un autre message passer dans la société à côté que les nègres uniformes, c'est pas un robot, c'est pas un bourreau, mais c'est un père de famille, c'est un responsable qui connaît ça la vie représentée, qui ça sécurité a important si gain pour tout le monde. Donc normalement nous avons cadeau pour 500 et nous comprendre avec support ministère de l'Éducation nationale, avec support commandement de la police et nous gagnons 2-3 autres partenaires qui vraiment aident nous pour que nous soyons capables de vivre avec le programme ça. Metro News Magazine est terminé. Toute l'équipe de Métropole vous souhaite un Noël de paix, de partage, d'amour et de sécurité.